Les ménages français, ils dépensent tous les ans 45 milliards d'euros pour le carburant. Passer électrique, c'est 2 fois moins cher que le thermique. Juste pour bien comprendre l'électricité, un monsieur viendra avec une bobine Tesla. J'ai hyper peur. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, il s'appelle Aurélien Demeaux. Il a créé la société Electra. C'est aujourd'hui 450 stations de charge en France, de recharge pour les voitures électriques. On va parler d'électricité, de la différence entre les voitures électriques et thermiques. Pourquoi il faut y aller, pourquoi il ne faut pas y aller, quels sont les avantages et les inconvénients. Et on aura aussi quelqu'un qui va venir nous parler d'électricité. Et on va faire venir sur le plateau une bobine Tesla qui va faire des énormes arcs électriques sur le plateau. Donc on va parler de business, de comment il a eu l'idée de se lancer là-dedans, pourquoi il manque des stations de recharge aujourd'hui, pourquoi il s'est lancé là-dedans. Il a quand même réussi à lever 700 millions d'euros, il va venir nous raconter ça. En tout cas, merci d'être là. On est sur Légende le mercredi, le vendredi et le dimanche. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en 30 secondes. Vous n'avez qu'à cliquer sur vous abonner, ça nous aide vraiment, plus vous êtes nombreux. Et si vous nous écoutez sur le trajet, sur Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcast aussi, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous pouvez nous écouter. En tout cas, merci d'être là. Et c'est parti avec Aurélien, le CEO, le créateur, le PDG de la boîte qui s'appelle Electra, les stations de recharge sur Légende. On y va. Salut, c'est Aurélien d'Electra. Je vais vous expliquer comment j'ai levé 700 millions d'euros pour mettre des bornes de recharge rapide partout en France et vous donner envie d'aller vers l'électrique. Voilà, bienvenue Aurélien, je vais te reprendre le clap. Bienvenue. Et du premier coup, en plus, il nous l'a fait. Ça fait plaisir. Merci. Merci d'être là. Tu as levé 700 millions d'euros, c'est assez impressionnant. Vous êtes 2 associés aujourd'hui dans ta boîte qui s'appelle Electra. On va parler de véhicules électriques. Alors, la différence entre les voitures électriques, les voitures thermiques, les avantages, les inconvénients, ce que vous ne saviez pas. On va parler de pas mal de trucs. Il y aura une petite surprise aussi tout à l'heure. On va parler d'électricité, parce que c'est bien beau de parler des voitures électriques, mais qu'est-ce que c'est que l'électricité ? Un monsieur viendra tout à l'heure avec une bobine Tesla. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une bobine Tesla chez vous. Est-ce que tu vois Aurélien ou pas du tout ? Je vois pas du tout. On va montrer du courant. En fait, tu vas voir visuellement du courant. Je vais pas l'expliquer maintenant, c'est un peu technique, mais c'est assez simple. Ça va faire des très gros arcs électriques. Je redonne juste les chiffres. C'est intéressant de resituer quand même. Toi, tu es en voiture électrique aujourd'hui ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on va parler de voiture électrique, mais il faut quand même savoir dans quoi tu roules. Je roule en voiture électrique, ça se passe très bien. Et justement, j'ai envie d'en parler pour expliquer aux gens qu'il y a plein de fantasmes autour de la voiture électrique, mais qu'en fait, c'est aucun sacrifice par rapport à la voiture thermique aujourd'hui. Au-delà de créer des bornes de recharge, je t'ai demandé avant, en off, je demande toujours à l'invité, pourquoi est-ce que tu veux faire l'émission ? Qu'est-ce qui te motive à venir parler comme ça pendant 1h30, 2 heures, etc. Tu m'as dit, mais en fait, c'est d'expliquer que l'électrique, c'est vraiment la meilleure solution. T'as vraiment ta réponse dans mon bureau. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore convaincu les gens de passer à l'électrique. Sur les ventes de voitures en France, tu as en gros 80% des gens qui achètent des voitures thermiques. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Donc là, début 2025, tu vois, tu es à 80% de thermique, 20% d'électrique. Donc c'est pas encore devenu naturel, c'est pas un standard. Et moi, j'ai rien à vendre. Je sais que les gens qui regardent, en fait, ils ont principalement soit pas de voiture, soit les voitures thermiques. Mais j'ai juste envie qu'ils passent à l'électrique parce que une fois que tu as connecté les points, tu te tapes la tête contre le mur de dire pourquoi on le fait pas plus vite, plus fort. Alors pour reprendre les chiffres précis, en 2024 en France, il y a 1 million de voitures électriques et 39 millions de voitures thermiques. C'est-à-dire que c'est 1 pour 39, donc c'est quand même beaucoup moins. Mais il y a des raisons à ça. C'est-à-dire que moi, j'adore l'électrique. Je roule en électrique, je te l'ai dit avant, je ne peux pas faire... Voilà. Je suis un gros fan depuis 2017, je suis en voiture électrique. Mais c'est quand même plus cher quand tu l'achètes. Donc on va parler un peu des arguments positifs, négatifs, voilà, les avantages, les inconvénients. Ça coûte quand même plus cher à l'achat et la plupart des voitures électriques sont quand même moins belles. Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'avant, tu avais en choix électrique, tu avais soit une Tesla, soit une Zoé. Ça, c'est grosso modo jusqu'à 2020. Donc, soit tu avais de l'argent, un peu de pognon et t'achetais une Tesla, soit t'achetais une petite Zoé qui était grosso modo une voiture un peu moche. Avec non, mais qui n'est pas si moche, hein, d'ailleurs, la Zoé. Elle est quand même pas terrible. Aujourd'hui, il y a des voitures électriques super mignonnes. Tu vois, la voiture de l'année, c'est une Renault R5. Donc, ils ont remis la R5 au goût du jour. Là, ils mettent la 4L, donc ce qu'ils appellent la R4 qui va sortir cet été. Et tu as la Twingo électrique qui revient l'année prochaine. Donc, et en particulier, Luca De Meo, le patron de Renault, il est très sensible à l'esthétique. C'est lui qui avait lancé la Fiat 500 à l'époque, qui a totalement relancé Fiat et sauvé Fiat. Et donc, je pense qu'on commence à avoir des voitures qui sont un peu plus esthétiques parce que c'est clé, c'est fondamental. Le fait d'avoir un design sympa, c'est important. Et tout ce qu'on dit, nous, avec Electra, c'est que l'électrique, il ne faut pas que ça soit un faut que je le fasse. Il ne faut pas que ça soit faut que je le fasse parce que Bruxelles, parce que les politiques m'ont dit que. Il faut que j'y aille parce que c'est sympa, c'est facile, c'est digital et c'est une meilleure expérience, c'est un meilleur produit, c'est tout. Le règlement européen du 19 avril 2023 interdit la vente de véhicules à moteur thermique neuf. Donc, vous ne pourrez plus acheter de voiture, en gros, à essence neuve, à partir de 2035. Est-ce que tu crois que ça va être mis en application ou c'est bientôt, quand même ?
C'est bientôt, mais en même temps, c'est dans 10 ans. Et tu vois, cette loi, elle date de 2022. Donc, en gros, on a laissé 12 ans aux constructeurs en disant, bah, tu as des étapes. 2025, on va demander des réductions d'émissions de CO2 par véhicule. Et la destination, c'est effectivement 2035. Et je précise une chose, parce que souvent, il y a une confusion. Tu sais, moi, je parle d'électrique matin, midi et soir, et on me donne tout point de vue, y compris beaucoup de fake news sur la voiture électrique. On dit que l'Union européenne impose la voiture électrique. Et ça, c'est pas vrai, en fait. Quand tu regardes l'article, il dit on veut juste des voitures zéro émission et plus de voitures thermiques. Mais si tu veux faire de l'hydrogène, si tu veux faire une autre technologie, du moment qu'elle a zéro émission, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Est-ce qu'en France, on pourra avoir vraiment 100% de voitures électriques, tu vois, c'est une vraie discussion. Tout le monde me dit ouais, mais on n'aura pas assez d'électricité. Il n'y a pas assez d'électricité pour nous chauffer déjà. Certains hivers, tu as l'impression que c'était un peu limite. On était un peu en saturation, un peu en panique, tout ça. Est-ce qu'on peut tous rouler en électrique aujourd'hui? Oui, la réponse est oui, et je peux être très assertif dessus. La France, c'est le premier exportateur d'électricité en Europe. L'année dernière, on a produit des quantités d'électricité records. On a exporté 20% de notre production. Donc, c'est 90 TWh. Donc, non seulement on produit beaucoup d'électricité, on a largement de quoi absorber un parc de véhicules qui transitent vers l'électrique, mais en plus, le gros avantage électrique, c'est que tu as beaucoup de gens qui chargent la nuit. Et quand tu charges la nuit, bah, tu mets pas en difficulté le réseau. C'est un peu comme les chauffe-eau la nuit, tu vois. Donc, plutôt que d'acheter du pétrole, en fait, on n'a pas de pétrole en France. La nature ne nous a pas gâtés du point de vue des énergies fossiles. On n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole. Si à la limite, c'est quoi? Si à la limite, on était en Arabie Saoudite, on pourrait se dire, bon, écoute Guillaume, moi je m'en fous un peu, je m'en fiche de l'environnement. Le pétrole, il est là, il est pas cher, il est à $3, il sort tout de suite du puits. Ok, peut-être qu'on pourrait se poser la question. Mais là, on importe 30 milliards d'euros de pétrole par an d'Arabie Saoudite, Venezuela, Libye, etc. 30 milliards par an pour la France. 30 milliards d'euros par an. On donne à ces pays-là 30 milliards. Absolument. Donc ça, pour notre balance commerciale et notre souveraineté énergétique, c'est catastrophique. En fait, au lieu de se promener avec de l'électricité made in France, qu'on produit en grande quantité, qui est décarbonée en plus grâce au nucléaire, on va chercher du pétrole à l'autre bout du monde qu'on va raffiner. Donc moi, je me dis, mais c'est grotesque, enfin, c'est absurde comme système. Tu dis qu'il y a des fake news, on va en reparler après. C'est vrai que parfois, on m'envoie des trucs en me disant tiens, le diesel, ça pollue moins que les véhicules électriques. C'est des débats un peu... Tu vois, personne n'est trop d'accord. Dans les dîners, c'est assez marrant. Ouais, mais comment on va s'occuper des batteries après? C'est déplacer le problème. On entend plein de trucs, il va nous expliquer ça après. Ouais, et je suis ravi de pouvoir le faire parce que, entre nous, et si je te le dis de manière un peu directe, il y a à la fois beaucoup de lobbying sur le sujet. Donc il y a eu tout un lobbying de l'industrie pétrolière et automobile qui voulaient rester sur l'ancien logiciel, l'ancien schéma, parce que c'était bien plus confortable pour eux. Un lobbying, c'est quand des gens vont payer, une industrie va payer, en gros, pour s'arranger, pour qu'il y ait des articles qui soient un peu contre un autre sujet, pour quand ça ne les arrange pas, en gros. Voilà, donc ils ont fait une mauvaise presse sur l'électrique en expliquant finalement le thermique, c'était super, voilà. Et puis, il y a aussi un aspect un peu générationnel, et ça, je suis obligé de le dire, parce que je le constate, tu sais, moi, ça fait 5 ans que je parle d'électrique matin, midi et soir, le week-end, on en parle tout le temps. Et donc, les boomers, entre guillemets, qui vivent depuis 30 ou 40 ans avec du thermique, c'est très difficile pour eux de passer sur un nouveau système. Tu dois adopter une nouvelle innovation. Et moi, je le vois avec mes parents. Mes parents, ils sont au thermique et c'est compliqué pour eux de s'imaginer de passer à l'électrique. Donc, et à leur place, probablement, je ferais pareil, en fait. Juste, on va après parler des fun facts, des trucs un peu étonnants, un peu rigolos sur l'électricité. La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Honnêtement, je ne sais pas te dire, c'est probablement vrai. On va voir si tu connais bien l'électricité. Eh ben, non, c'est un mythe, c'est faux. La foudre frappe souvent justement au même endroit. C'est pour ça qu'il y a sur les gratte-ciels, quand tu mets des paratonnerres, etc., effectivement. Okay. J'ai appris que les anguilles électriques pouvaient produire jusqu'à 860 volts. C'est-à-dire qu'une anguille électrique pourrait assommer un cheval qui marche, par exemple, dans un peu d'eau. Si elle touche une anguille, il peut assommer un cheval. Un éclair peut chauffer l'air à une température 5 fois plus élevée que la surface du soleil. Ça, je ne savais pas. Si la foudre tombe sur du sable de la plage, ça devient une plaque de verre, tellement que c'est chaud. Okay. C'est fou quand même, hein, c'est dingue, je ne savais pas. Tous les corps humains contiennent de l'électricité. Si on prenait toute l'énergie qu'on avait dans notre corps au même temps et qu'on arrivait à la kinésie, il y aurait assez pour allumer une ampoule. Voilà. J'ai appris vraiment plein de trucs aussi. On peut toucher une ligne à haute tension si on porte des bottes en caoutchouc. Alors, ça, c'est vrai. Mais c'est à ne pas faire. Parce qu'il y a quand même un peu de conduction qui passe. Et en fait, on peut quand même mourir, donc il ne faut surtout pas le faire. Mais en théorie, le caoutchouc est une matière qui permet de ne pas faire passer l'électricité.
À ne surtout pas faire, évidemment, non plus. On peut alimenter un pays uniquement avec des énergies renouvelables. J'ai regardé un peu ce qui était étonnant, mais par exemple, l'Islande, tu parlais tout à l'heure des énergies renouvelables, est passée à 100% en énergie renouvelable. Alors l'Islande, ils sont très gâtés parce qu'ils ont énormément de géothermie. Et c'est un pays de 300 000 habitants. Donc c'est des conditions géographiques, géologiques très particulières, une petite population. Est-ce que tu peux vraiment le faire sur n'importe quel pays? C'est pas... On peut en débattre, si tu veux. Ils ont mis énergie hydraulique aussi, 70%. Donc, c'est l'eau, ça peut être des barrages, cascades, la mer aussi, les vagues, ouais. Les éoliennes. L'hydraulique, on ne sait pas, mais c'est la première énergie renouvelable en France. C'est 20% de notre électricité. Et en particulier en 2024, tu as vu qu'il a plu des tombereaux d'eau toute l'année. Et globalement, quand même, on n'était pas content de la météo, mais ça a rempli les barrages, ce qui fait que la production d'électricité hydro, elle a été record l'année dernière. Et l'hydro, c'est génial parce que tu n'as rien à faire. Tu as un barrage, en maintenance, ça coûte quasiment rien. C'est pratiquement un robinet, tu ouvres, tu fermes. C'est extrêmement pilotable, c'est merveilleux. La salle de spectacle de Las Vegas, pour terminer, j'ai regardé un peu les consommations électriques des bâtiments et tout ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la boule qui est recouverte d'écrans, etc. à Vegas, là. C'est l'équivalent en énergie consommée de 20 500 ménages français. C'est énormissime. C'est-à-dire que c'est une consommation, je ne sais plus combien il y a de millions et des millions de LED sur ce truc-là, et ça consomme, mine de rien, énormément, quoi. Et les chiens ont peur des orages car ils ressentent l'électricité. Voilà, j'ai appris pas mal de trucs. Je me suis dit, tiens, je vous en partagerai quelques-uns. Et que la France consomme 3 fois plus d'électricité depuis 1973. Intéressant quand même. C'est-à-dire qu'on a consommé, on a fait x3, donc on a besoin aussi de plus en plus d'électricité pour vivre. Voilà. Et 1973, c'est intéressant, c'est le premier crack pétrolier, et c'est le moment où on commence à lancer le programme de nucléaire civil en France. Donc c'est Messmer, à l'époque, qui lance ça, et aujourd'hui, on est bien content de l'avoir, puisque c'est 70% de notre production d'électricité, c'est du nucléaire. Et le nucléaire, c'est 11 grammes de CO2 par kilowattheure, donc c'est extrêmement peu carboné. On va parler juste de ton parcours en 3 minutes pour comprendre quand même comment tu en arrives à lever 700 millions d'euros, comment on en arrive à se lancer dans les bornes électriques, pourquoi, etc. Juste, tu as combien de bornes aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 420 stations, et sur chaque station... Comme une station essence, comme une station plusieurs essence. Bornes. Et tu as plusieurs bornes, tu as en moyenne 3 bornes par station, donc on va dire que tu as 1200 bornes à peu près, qui sont en France, mais aussi dans 8 autres pays, qui sont les pays, grosso modo, voisins, Europe de l'Ouest, voisins de la France. Né en 86 à Sèvres, dans le 92, juste parents dans l'écologie, en rapport avec l'électricité, entrepreneur ou rien à voir? Non, rien à voir. Mon père, donc je grandis dans les années 90. Mon père, il travaille chez Carrefour, il est cadre chez Carrefour. Ma mère, elle est fonctionnaire à Bercy. Et dans les années 90, on parle très très peu d'écologie. Donc en fait, c'est même pas un sujet. C'est pas dans l'actualité, on le voit pas, c'est relativement invisible. Et c'est, je pense, à peu près 2007-2008, au moment où Sarko monte le Grenelle de l'environnement, que là, il commence à y avoir un focus et on en parle de plus en plus. Il y a Jean Covici qui, depuis à peu près 2008-2010, si ma mémoire est bonne, a monté Carbone 4 et commence aussi à évangéliser. Et là, on commence à vraiment parler de ce sujet, mais dans les années 90, quand j'ai grandi, c'était pas le cas. Tu vas faire une école de commerce, un master à l'EM Lyon. Ouais. Tu vas partir pour l'Angleterre avant, tu vas faire un cursus, voilà, et tu vas être stagiaire. Vraiment, je voudrais m'arrêter là-dessus. Tu dis que ça va être vraiment l'enfer, ta période stagiaire, et c'est ce qui va déclencher quelque chose après, donc pour bien comprendre. Pourquoi c'est un enfer, ta période Non, stagiaire? parce que moi, donc, je suis à l'EM Lyon, effectivement, en école de commerce, après avoir été en Angleterre, tu l'as dit. Là, je fais un premier stage. À l'époque, à l'EM Lyon, en gros, les cursus un peu privilégiés, ou les cursus que tout le monde recherchait, c'était le conseil ou la banque d'affaires. Donc moi, je me dis, ok, très bien, je vais faire comme tout le monde, je vais faire de la banque d'affaires. Et donc, je suis pris en stage sur les Champs-Élysées chez HSBC. Et donc là, je suis en costard, des pieds à la tête, tu vois. Et nous, on est 6 stagiaires, c'est extrêmement hiérarchique, tu vois. On est vraiment un peu la chair à canon, un bout de chaîne. Et on vient nous donner des tâches. On nous charge de boulot, on nous charge de boulot, on nous charge de boulot. Et avec un sentiment d'inutilité énorme. Et le premier jour, donc j'arrive, c'était un mardi 1er septembre. Je me souviens très bien, c'était en 2009. Et il y a un gars, un associé qui vient me voir, genre à 18h, et qui me dit « Aurélien, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me mettre ça à jour pour demain matin? J'ai un rendez-vous à 9h30. » Et c'était un doc de genre 80 pages, qui datait d'il y a 3-4 ans. Il fallait que je remette à jour tous les chiffres, toute la présentation, etc. Le gars me dit ça à 18h, donc moi je suis jusqu'à 3h du matin en train de tout mettre à jour. Et je croise le lendemain, je sais pas, vers 10h, 10h30. Et je dis « Ah, en fait, ça a été ton rendez-vous et tout ?» Et elle me dit « Non, mais en fait, j'avais pas besoin, t'inquiète. » Et en fait, c'était tous les jours comme ça. Le gros avantage, c'est que ça m'a appris à être productif, parce que tu fais du Excel, du PowerPoint toute la journée. L'inconvénient, c'est que tu te sens totalement inutile, parce que tu produis des trucs, tout le monde s'en fout, personne les lit,
Et toi, tu y mets des heures au carré, quoi. Et tu vas faire un stage chez Orange après, c'est ça? Tu vas enchaîner, en fait, tu fais HSBC Orange. Ouais. Ça se passe mieux ou pas, le stage? C'est pas incroyable, parce qu'en fait, je vais chez Orange, moi, en me disant, j'aime bien la tech. Il y a une vague tech, tu vois, 2009-2010, on commence à avoir un peu la vague Internet. Et donc, je me dis, bah, ça, c'est un truc, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être dans cette vague-là. Et Orange me disent, bah, nous, on a des... Orange Business Consulting, c'est du conseil spécialisé justement dans l'innovation. On a typiquement des projets de mettre du Wi-Fi dans l'avion, des choses comme ça. Et moi, je fais, waouh, génial, quoi. Et j'y vais, et là, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que le rythme est extrêmement lent. C'est, ouais, mais attends, le Wi-Fi, ça fait 4 ans qu'on en parle, on le mettra en place dans 5-6 ans. Moi, je suis très impatient. J'ai très peur de m'ennuyer depuis que je suis petit. Résultat, 15-20 ans après, on n'a toujours pas le Wi-Fi dans l'avion, ou très rarement. Non, mais en vrai, on l'a avec Starlink, grâce à Elon Musk. Le nombre de vols... Ah bon? Ouais, en fait... sur ton portable, c'était Starlink? Air France, ils ont un deal avec Starlink. Il faut que l'avion l'ait, quoi. Il faut que ouais, c'est ça. Et je crois qu'ils ont équipé depuis 2025, en tout cas tous les longs courriers, avec du Wi-Fi. Donc on commence à l'avoir. Alors, équipé, c'est comme dans le train. Il y a le Wi-Fi, et puis en fait, quand tu mets le Wi-Fi, tu as l'impression que ça tourne dans le vide. Pourtant, ça m'est déjà arrivé, c'est vrai, tu prends l'avion et il y a marqué désolé, dans ce vol-là, ça marche pas, tu sais. Ouais. Tu te dis, tiens, ça va démarrer, et puis ça démarre jamais, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même plus souvent que ça marche pas que ça marche. Et pourtant, dans l'avion, c'est presque plus facile parce que tu as une connexion satellite, alors que dans le train, tu as souvent des tunnels, etc. Tu as plein de moyens de perdre la connexion. Mais bon, bref, donc du coup, Orange... Ça va pas assez vite pour toi? Ça va pas assez vite pour moi. Et là, en fait, en plus, j'ai un peu la bêtise de penser à ce moment-là. Je suis avec un copain de mon école de commerce de l'EM Lyon. Et on s'était dit, on va monter un business. On va monter un business dans cette vague d'Internet qui est un site d'impression de photos. On en reparlera si tu veux. C'est intéressant pour vous tous, pour nous, pour comprendre. L'intérêt aussi de faire un légende business, c'est pas de venir juste la raconter et dire tiens, j'ai fait ça. C'est aussi d'expliquer par là où on est passé, les erreurs, les échecs. Et la première bêtise qu'on fait, c'est que moi je me dis bon, je vais faire ce stage chez Orange parce que quand même c'est bien et puis j'ai envie d'aller explorer cette voie-là. Et en même temps, le soir et le week-end, je vais monter ce business avec mon pote qui s'appelle Antoine. Qu'est-ce que c'est que Print Club? Parce que ça marche pas au début, ça marche après. Hein. Et juste, le raisonnement totalement débile que j'avais, c'est déjà, quand tu es à 100% sur un business, c'est compliqué, c'est difficile, c'est déjà dur. Mais si tu es à 30 ou 40%, parce qu'en plus, tu as un boulot ou un stage à côté, c'est impossible, c'est mort. Donc Print Club, c'est quoi? Faut être dos au mur. Faut être dos au mur, exactement. Faut être dessus à 200%, pas avoir le choix. Donc Print Club, c'est quoi? En gros, nous, on est parti à Shanghai, on avait fait un échange avec le Lyon. Et à ce moment-là, c'est le moment où tout le monde commence à mettre ses photos sur Facebook. Et on se dit, bah, c'est cool parce que les photos sont sur Facebook. Tu as un système d'API sur Facebook qui fait que tu peux aller récupérer les photos de tes amis. Et donc, plutôt que s'échanger des clés USB pour récupérer les photos, on va créer une API sur Facebook, en l'occurrence Print Club, et on va aller récupérer ces photos-là. Et on doit faire un cadeau, un album photo pour un pote qui part. Et on galère à récupérer les photos à droite à gauche. Et on se dit, bah, en fait, c'est con, on pourrait faire un système plus intelligent et créer donc Print Club, ce service, qui va te permettre d'aller chercher les photos de tes amis. Et typiquement, le premier produit qu'on a lancé... C'est une API, tu dis? C'est une API. Donc, en gros, tu te mets sur le système de Facebook et si l'utilisateur l'accepte, si toi, Guillaume, tu l'acceptes, j'ai le droit d'accéder à tes photos qui sont en ligne. Oui, ça marque accéder toute la pellicule une fois autorisée. Exactement. Et le premier... J'ai toujours peur un peu ce truc. Tu n'oses pas trop accepter toute la pellicule. Surtout qu'à l'époque, c'était un peu le Far West. Ils vont aller, ouais, c'est ça, bah oui. C'était un peu le Far West et Facebook, il allait voir à peu près tout. Et le premier produit qu'on sort, c'est un poster où en gros, moi je vais chercher toutes les photos de profil de tes amis et je les mets en forme dans un poster qu'on t'envoie chez toi et que tu peux mettre sur ton mur. D'accord. Énorme four, ça marche pas du tout. Il y a personne qui commande. Et là, on se rend compte que, bah en fait, les gens, les photos qu'ils mettent sur Facebook, c'est des photos un peu... c'est des photos qui n'ont pas beaucoup de valeur pour eux, c'est plutôt des clins d'œil qu'ils veulent faire à leurs amis. Et les vraies photos que les gens ont envie d'imprimer, c'est des photos de moments de la vie, de mariage, de bébés, d'enfants, alors ça c'est énorme, de vacances, de souvenirs. Tu lances le truc, t'as pas d'argent à l'époque, t'as pas de capital, tu te lances vraiment comme ça? Ouais, on met toutes nos économies qu'on avait d'économiser pendant nos stages. On met 5 000 € chacun avec Antoine. Non, pardon, on met 2 500 € chacun. Et là, on est au RSA pendant 2 ans et on se... Ah, tu manges des pâtes et tu te serres la ceinture. On mange des pâtes, on se serre la ceinture. Et ça ne vend pas du tout un seul poster? Non, on n'a pas que des posters, on a aussi des tirages photos, mais il n'y a rien qui va. C'est-à-dire qu'en fait, le produit, déjà, il n'intéresse pas les gens. La production,
on passe par un imprimeur. Et l'imprimeur, en fait, comme il a 3 commandes par semaine, bah, il s'emmerde pas, tu vois, il les produit à la fin du mois quand il en a collecté au moins une vingtaine. Donc les gens ils reçoivent leurs photos hyper tard, ça met 1 mois et demi à arriver. Donc c'est branlant. La plateforme technique, elle marche pas très bien. Donc, voilà. Et nous... C'est un vrai succès, quoi. c'est dur. Et je te jure, c'est déprimant parce qu'en plus, le poster, c'est pas comme s'il coûtait 2 000 €, il coûte 20 €. Donc, heureusement que t'es pas allé à Qui veut être mon associé à ce moment-là. J'ai rien qui marche, il n'y a pas de clients. Mon service technique ne fonctionne pas du tout. C'est un site internet de merde. Un imprimeur qui imprime tard et des produits qui n'intéressent pas les gens. Qui veut être mon associé? Donc du coup, là, vous êtes 2 et tu closes pas la boîte, tu vas la réinventer. Ouais. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'en fait, on avait le mauvais diagnostic. C'est-à-dire que notre diagnostic, c'était de nous dire, en fait, notre idée, elle est super bonne, tu vois, mais en réalité, c'est notre plateforme technique, notre site internet, qui n'est pas suffisamment bien fait, et c'est pour ça que ça marche pas. Ok. Et ça, c'est un truc aussi, c'est, tu sais, quand ça fait 2 ans, 2-3 ans, que tu t'es convaincu, toi, ton associé, tes amis, tu t'es dit, après les photos Facebook, ça va être le nouveau truc, il y a des milliards de photos, c'est sûr que ça va le faire. T'as beaucoup de mal à prendre du recul, à dire, en fait, non. C'était une erreur. Non, en fait, les gens, ils veulent pas le faire. Et donc là, on pivote, on lance un petit produit. Donc déjà, on autorise les gens à imprimer leurs photos de leur ordinateur, pas juste les photos Facebook. Et on lance un petit produit qui s'appelle la Polabox. La Polabox, c'est quoi? C'est une petite boîte de photos, hyper mignonne, qui coûte 20 € et dans laquelle tu envoies 20 ou 30 photos et on te les envoie chez toi au format Pola. Polaroid. Polaroid, exactement. Attends, et donc tu sors Polabox avec la même boîte et ça marche tout de suite? Et là, donc, je me rappelle très bien, on est en octobre-novembre 2012. Enfin, la plateforme, elle est stabilisée, on sort ce produit. Et là, il y a quelques blogueuses qui commencent à en parler en disant « Ah, il y a cette petite boîte, elle est hyper mignonne, elle est choupie, elle coûte 20 €. » Il y a My Little Paris, parce que tu te souviens, c'était un gros média dans les années 2010 qui en parle. Et là, on fait, je me rappelle, je regarde les stats, les chiffres du site, on fait 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 ventes par jour de cette petite boîte. Oh, waouh! 1000 ventes par jour à 20 balles. En quelques semaines. En plus, on se rapprochait de Noël. Ça devient le cadeau de Noël dingue. Et là, nous, on attendait ça depuis 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'on se disait, mais quand est-ce qu'enfin ce business il va marcher? Et donc là, on a poussé comme des dingues sur ce produit. On l'a décliné à l'infini. La Polabox de Noël, fête des mères, Saint-Valentin, fête des grands-mères. Et là... Faites des cousins, faites des mecs qui inventent des trucs. Ouais. Putain, fort. Et ton imprimeur, il s'est sorti un peu... On a changé d'imprimeur. Ah oui, on est d'accord. On a internalisé la production. Et là, on a commencé à faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on faisait, je pense qu'on fait 200 000 € de chiffre d'affaires en 2012, grâce à cette petite boîte en décembre. Et on fait 7 millions de chiffre d'affaires en 2015. Ah ouais, d'accord. Donc là, on a vraiment scalé, on a fait grandir la boîte grâce à ce produit. Incroyable. Et donc, tu vas partir de cette boîte-là pour créer Electra après. Comment ça se passe, du coup, si ça fonctionne bien, tu vas la vendre à un groupe? Comment ça va se passer? Alors, on lève des fonds, on recrute du monde, on développe le service, c'est-à-dire qu'il y avait cette petite boîte, mais ensuite on a développé les albums photos, les tirages, toute la gamme. Vous êtes combien? On finit par être... On est 150 personnes. Ah oui. Et on a notre propre unité de production. Et ce que j'aimais bien, ce que j'aimais beaucoup avec Cheers, c'est que tu avais vraiment une dualité entre la problématique opérationnelle et industrielle, puisqu'on avait à Gennevilliers notre propre labo de production, et en même temps toute la partie tech et informatique, avec évidemment le marketing digital, l'appli mobile. Et d'ailleurs, point intéressant, c'est que pendant les levées de fonds, on fait une levée de fonds de 6 millions d'euros en 2015. À chaque fois, les fonds d'investissement me disaient « Mais attends, Coco, en fait, Photobox, ils ont 1000 salariés, ils font 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bien évidemment qu'ils ne sont pas idiots, ils vont faire une application mobile. » Et moi, je leur disais « Mais attendez, Kodak, ils faisaient 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils étaient 60 000 salariés. Bien évidemment qu'ils auraient pu faire un site internet, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle techno, ça rebat les cartes. Pourquoi c'est Tesla, pour revenir à l'électrique, qui a émergé, qui est devenu le champion de la voiture électrique, et pas Ford ou General Motors qui étaient là? Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que les choses ne sont pas gravées dans le marbre, et c'est pas les gros restent gros, c'est ceux qui s'adaptent qui gagnent. Exactement. On vend la boîte à CW, qui est un gros groupe allemand, donc ça c'est en 2018. Ça nous sauve la vie d'une certaine manière, parce que si tu vois, la production de photos, c'est très compliqué parce que c'est très saisonnier. On fait 30-40% du chiffre d'affaires en décembre à Noël et 80% de la marge. Ah wow. Donc d'un coup, d'un seul, il faut organiser toute la prod et c'est les photos personnalisées. Donc je ne peux pas les stocker en avance. Toi, Guillaume, tu m'envoies ta photo le 16 décembre, je ne peux pas l'imprimer et la stocker à l'avance. C'est tout de suite. C'est comme les fleuristes qui vont vendre sur des dates très précises, beaucoup, et qui ne peuvent pas stocker. Voilà. Même chose. Ouais. Donc là, CW, eux, ils ont beaucoup de capacité de production, ils ont plein de sites. Donc moi, ça m'évite de...
que chaque décembre, j'étais au bord de l'AVC tellement c'était compliqué à gérer. Et là, on grandit avec eux. Donc, on fait grandir la boîte, on la monte à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 50 millions d'euros, effectivement, c'est en 2020, l'année du Covid. Et l'année du Covid, on commence par avoir des chiffres catastrophiques. Donc, au moment où, tu vois, je sais pas, c'était en février-mars 2020, on fait moins 50 ou moins 60%. Là, c'est normal, les gens sont chez eux, ils vont pas imprimer des photos de leur salon. Justement. En fait, c'est au tout début, au moment du confinement, là, tout le monde se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Donc là, les chiffres s'effondrent. Moi, je me dis, waouh, 10 ans de boulot qui va partir à la poubelle. Parce que moi, j'avais un gros incentive. Enfin, j'avais beaucoup. Comme tu vends, tu as des earn-out, c'est-à-dire que tu gagnes de l'argent. J'avais beaucoup à jouer sur ces dernières années. Et puis, on passe de moins 50, moins 60% à moins 30, moins 20, 0, plus 10, plus 20, plus 50, plus 100, plus 200%. Parce qu'en fait, tout le monde était chez soi. Les gens, je pense que... Au bout d'un moment, ils s'occupaient. Ils s'ennuyaient. Ils s'occupaient, ouais. Et donc, c'était le bon moment pour faire les albums photos qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps. Faire du tri, exactement. Et puis, le e-commerce a explosé en 2020, puisque comme tu pouvais plus acheter dans les magasins, tout le monde s'est mis à acheter en ligne. Sur Amazon. Énormément. Et d'ailleurs, le e-commerce a cru que ça allait continuer à augmenter de manière linéaire comme ça, en se disant, c'est bon, on a gagné 10 ans parce que tout le monde s'est mis au numérique, tout le monde a pris le pli de l'e-commerce. La réalité, c'est qu'en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a plein de boîtes qui en ont beaucoup souffert. Donc là, tu fais ton succès, en gros. Tu finis tes earn-out. Tu restes combien de temps dans la boîte, jusqu'à quand? Je suis resté 3 ans, donc de début 2018 à début 2021. Donc là, tu t'en vas? Et là, tu vois, 10 ans de photos, j'en ai un peu marre, j'ai fait le tour. Et là, je m'en vais pour monter Electra. Je piaffe d'envie de monter Electra. Ah oui, tu y pensais déjà? Ouais, ça fait des semaines et des mois que je me dis, mais je rêve. En fait, j'ai connecté un peu les points en me disant, moi j'adore la mobilité. C'est un secteur que je trouve fascinant. J'ai vu toutes les innovations depuis 2010 avec gourmandise. Les VTC, les trottinettes, et les scooters partagés. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez grisant dans l'hybridation de l'expérience digitale et l'objet physique. Tu vois, tu commences à commander, je sais pas, un vélo ou un scooter sur ton téléphone et tu finis par être sur l'objet, le scooter. Là, tu gagnes ta vie à l'époque, tu gagnes bien ta vie. Ouais. Tu t'achètes une voiture électrique avant de créer Electra, je veux dire. C'est intéressant de comprendre comment toi, t'évolues personnellement aussi en parallèle de ta boîte. Moi, j'achète une voiture électrique en 2021, au moment où je crée Electra, en me disant... tu ne peux pas rouler en voiture essence si tu crées Electra, ça n'a pas de sens. C'est clair. Et puis même pour moi, pour me rendre compte de c'est quoi les irritants, quels sont les freins pour les utilisateurs, faut que je vois l'expérience, le produit. Tu vas t'intéresser donc tu disais à l'électrique en 2020. Tu disais que tu te balades dans Paris, tu vois Paris qui est quand même une ville qui est forcément bruyante, avec beaucoup de moteurs, de motos qui font beaucoup de bruit, etc. Tu dis que là, pour la première fois, tu entends les oiseaux, tu redécouvres un peu Paris, finalement, ta ville, etc. Ouais. C'est ça qui va te donner envie de pousser l'électrique? Donc moi, en 2020, effectivement, je vais tous les jours à l'usine de production qui est à Gennevilliers. Et je traverse Paris et c'est vide. Vide. Il fait très très beau à ce moment-là, à peu près dans toute la France. La ville, elle est très... C'est ça. La ville, elle est très calme, très apaisée. Effectivement, on entend les oiseaux, le vent et tout. Et je me dis, mais si on n'avait plus le bruit des moteurs en ville, ça serait fantastique. J'ai pris le chiffre de Tesla, là, aujourd'hui. C'est le modèle Y qui s'est vendu à 30 000 exemplaires. C'est en train de devenir la voiture la plus vendue. Il y a les Chinois qui arrivent aussi avec BYD et pas mal de marques. Ça se développe quand même très, très vite. Je vais juste revenir en arrière, 2 secondes. Les premières voitures électriques, voilà, je vous mets des photos. Première voiture électrique, celui qui l'a inventé, c'est Thomas Davenport. Je vous mets sa photo. Les batteries sont trop faibles pour une utilisation, c'est en 1835. En 1880, c'est un Français qui va faire la première voiture électrique, qui va faire une démonstration publique, qui s'appelle Gustave Trouvé. C'est un tricycle électrique, vous voyez, il y a trois petits trous. Voilà, premier véhicule électrique à être utilisé sur la route. On est fort en France, les techniciens. On a toujours été très techniques quand même. On a des constructeurs automobiles de taille mondiale, Renault, Stellantis, donc Peugeot, Citroën. On a une infrastructure en France qui est exceptionnelle. Les autoroutes, le nucléaire, le TGV, les télécoms, on s'en rend pas compte, mais c'est un des pays qui est le mieux doté au monde. En 1900, il y a plus de voitures électriques que thermiques. C'est étonnant quand on travaille un peu le sujet et tout. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et malheureusement, le pétrole est tellement efficace. Le pétrole, en fait, tu te rends compte qu'avec un petit réservoir de 40-50 litres,
tu peux faire parcourir 2 tonnes de voitures sur 800 km. C'est énorme. L'efficacité du pétrole, c'est extraordinaire. Et donc, malheureusement, à ce moment-là, le pétrole, tout le monde commence à comprendre que c'est très, très efficace et ça devient la technologie dominante pendant plus d'un siècle. Quand même, il y avait 40% du marché automobile qui était électrique aux États-Unis en 1900. Bon, c'est des voitures qui n'allaient pas très vite. Hein. Voilà, je vous mets une photo. Là, en 1903, la Columbia Electric Renault. Donc, on dirait c'est une voiture de l'époque, mais en électrique. Et après, il faut attendre 1984 pour la Peugeot 205 électrique. Ils vont faire 20 voitures seulement. Ils vont essayer. Ça va à 100 km/h et ça fait que 140 km. Pour terminer sur les voitures, c'est marrant parce que les modèles étaient un peu étonnants. La Renault Zoom, voilà, je vous l'affiche. Concept, on dirait un peu une Smart. 2,3 m à l'époque. C'était un peu les voitures électriques qui étaient un peu pas très jolies. Ensuite, la J5. Donc ça, vous connaissez tous. Hein, je vous la mets. C'est le van en fait de base, l'utilitaire. Ils vont créer un J5 électrique en 94. Et après, ça va s'accélérer. Il y aura la General Motors qui va faire la EV1, première voiture électrique moderne, 160 km, vitesse max 130. Donc ça commence à être un peu plus utilisable. Et ensuite, la Tesla Roadster, la première Tesla, c'était en 2008, 350 km d'autonomie. C'est lui qui révolutionne un peu le truc. Ça commence à être possible de l'utiliser au quotidien. Parce qu'avant, c'était quand même compliqué. Recharger une voiture qui fait que 70 km d'autonomie, c'est pas possible. Parce que ce que Tesla a très très bien fait, c'est qu'en fait, ils ont dit une voiture électrique, c'est pas forcément peu d'autonomie et une recharge lente. Donc en fait, Tesla, on leur doit beaucoup quand même, il faut le dire, ils ont démocratisé vraiment la voiture électrique. C'est-à-dire qu'ils ont dit, c'est pas un sacerdoce, c'est pas un truc de Géo trouve tout, c'est tech, c'est sportif, c'est sympa, ça va vite, ça se recharge vite. Et les gens qui achètent une Tesla, c'est pas parce que c'est écolo, c'est parce que juste, en fait, c'est hyper sympa comme produit. L'expérience est bien meilleure, il n'y a pas de vibration, donc ils ont vraiment ouvert la voie. Les débuts d'Electra, c'est en 2021. Tu as 2 associés. Comment tu te lances? Tu as un capital. Maintenant que tu as un petit peu d'argent, tu peux mettre dessus. Tu pars pas avec 2500 €, c'est important, pour lancer des bornes électriques. Comment tu vas te lancer? Donc là, moi, j'investis un peu d'argent que j'avais gagné de Cheers. Et puis... T'investis combien, si tu peux? C'est intéressant. Moi, j'investis 500 000 €. Okay. Donc j'investis 500 000 €. Et puis, je fais un tour de table en amorçage avec des fonds et avec... Là, je vois à peu près tous les fonds de venture capital. Je les avais connus. Qu'est-ce que c'est que des fonds de venture capital? Les fonds de venture capital, c'est des fonds d'investissement qui investissent dans les startups. Donc assez tôt dans les projets. Je les connaissais, j'en connaissais une bonne partie, puisque avec Cheers, comme je t'ai dit, on avait fait des levées de fonds. Et là, je vais les voir et je leur dis, voilà, j'ai un nouveau projet. Certes, c'est un projet avec une composante industrielle, parce qu'on va faire de l'infrastructure de recharge, mais c'est un système très informatisé, parce qu'ils ont besoin qu'il y ait une brique logicielle tech forte. Et là, 99 sur 100 me disent « Non, mais ton truc, c'est beaucoup trop infrastructure, les câbles, etc. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut de la tech, on veut vraiment du software. » Et il y en a un qui m'accompagne, à qui je dois beaucoup, c'est Serena. Parce que Serena Capital, il m'avait accompagné avec Cheers. Donc on se connaît bien, on a gardé une relation de confiance. Et là, il me dit « Ok, Aurélien, écoute, le marché, effectivement, il est en train de basculer. Ton idée, elle est intéressante. C'est pas exactement la thèse d'investissement, mais je te fais confiance. » Et heureusement qu'ils sont venus. Donc grâce à eux et 2 autres fonds qui sont venus ensuite en complément, mais ils sont venus en complément parce qu'il y avait un leader, il y en avait un qui avait pris le lead. Là, on lève 15 millions € au début de la boîte, ce qui est une somme assez importante. Et ensuite, on a levé beaucoup d'argent, tu l'as rappelé, 700 millions €. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces 700 millions €, 80% de l'investissement, moi, je le mets dans mon infra, dans ce qu'on appelle du CAPEX. Donc, c'est vraiment dans mon objet tangible, les transformateurs, les bornes, la construction des stations. C'est quoi la différence, Electra? Est-ce que c'est juste une borne électrique? Quelle est la différence avec les autres, en vrai? La différence, c'est que nous, on fait que de l'ultra rapide. Qu'est-ce que tu amènes que les autres n'ont pas, c'est ça? C'est de l'ultra rapide. Donc, nous, on te met la puissance maximale que ta voiture va pouvoir prendre. C'est combien? Les bornes, c'est combien de kilowatts pour ceux qui... Alors là, c'est technique, mais... Ouais, c'est 300 ou 400 kilowatts. Et donc, c'est des puissances qui sont très, très élevées. Et ça permet de charger une voiture en 15 à 20 minutes. Donc, on n'est pas encore sur le même niveau que le plein d'essence, mais l'objectif, c'est qu'on y soit, que les batteries progressent vite. Donc, j'espère, à la fin de la décennie, on sera sur un plein en 5-10 minutes. C'est plus long que les voitures à essence, mais c'est ce que j'explique en vrai. Moi, j'ai une voiture électrique aussi. En fait, quand tu arrives à la borne, ça met 30 minutes, la mienne à peu près 30-35. Mais en vrai, tu vas pisser, tu manges un sandwich triangle à la station, tu te fais une petite pause et tu repars. Et en vrai, ça t'a coûté 10 fois moins cher que le plein, ou beaucoup moins cher qu'un plein essence. Donc ça vaut le coup de faire une petite demi-heure de pause, quoi. Exactement. Et rouler en voiture électrique, tu l'as dit, et peut-être qu'on en reparlera, ça coûte 2 fois moins cher que de rouler au thermique. Ça, c'est un argument, je
je ne comprends pas qu'on ne le mette pas plus en avant. Pour faire 100 km en voiture thermique, ça te coûte entre 12 et 14 euros. Parce que la consommation moyenne en France, c'est 7 litres au 100. Pour faire 100 km en électrique, c'est 6 à 8 euros. Donc c'est 2 fois moins cher. Mais maintenant, avec des occasions, ça va commencer à être plus accessible pour tout le monde. Et il va commencer à y avoir un marché de l'occasion parce que, tu l'as dit, il y a un peu moins d'1,5 million de véhicules électriques maintenant. Et petit à petit, du coup, tu commences à avoir des véhicules d'occasion. Mais ce qui se passe, en fait, c'est très simple. C'est que dans le monde, chaque année, on vend 100 millions de véhicules. D'accord ? Sur les 100 millions de véhicules, tu as 15 millions d'électriques pour le moment, dont une grande partie en Chine, qui est le premier marché, et 85 millions donc, de véhicules thermiques. Du coup, les économies d'échelle, elles ne sont pas du tout au même niveau. Et donc, on a besoin de faire grandir le volume en électrique, ce qui va faire baisser le coût. Le coût des batteries, pour te donner une idée, il est passé en 2010 de $1000 à $100 aujourd'hui. Il a été divisé par 10. Et il va encore être divisé par 2 d'ici à 2030. Tu disais que tu avais beaucoup plus de puissance dans les bornes, ça allait très vite, etc. C'est quoi les autres avantages ? Alors les autres avantages, c'est que nous, on a développé en interne toute la partie logicielle et informatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une borne, elle est beaucoup plus connectée qu'une pompe à essence. Donc en fait, elle va se connecter avec la voiture au travers le câble et échanger beaucoup plus d'informations logicielles. Typiquement, la voiture va lui dire « donne-moi tant de puissance ». Nous, on va pouvoir remonter beaucoup de données sur le compte du client, par exemple. Le client, lui, il va potentiellement opérer ça depuis son téléphone, lancer le surcharge depuis son téléphone. Donc ce système qui est beaucoup plus informatisé, nous, on a développé 100% de ces briques logicielles-là. Et je vais te donner peut-être 2 exemples de points importants pour l'utilisateur. La première, c'est que tu peux réserver ta borne de recharge. Typiquement, tu te dis, je sais pas, si je fais un détour de 5 minutes pour aller à la borne de recharge, j'ai pas envie qu'il y ait du monde et d'y être allé pour rien, tu peux réserver ton point de charge. Et nous, quand tu arrives, il y a un écran LED qui va dire « Bonjour Guillaume ». Et l'autre fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle l'autocharge. Donc en gros, tu vas t'enregistrer une seule fois sur l'application Electra, t'enregistres ta voiture, et ensuite tu vas sur n'importe quelle station Electra, tu prends le pistolet, tu te branches, et t'as rien à faire. Ah, ça, c'est bien. Nous, on reconnaît automatiquement que c'est Guillaume, ta voiture. Et c'est payé automatiquement. Et c'est payé automatiquement. Ah, ça, c'est génial, putain. Parce que ça, c'est vraiment chiant. Sur les bornes électriques. Pas de carte bancaire, pas de carte, etc. Il faut parfois se créer un compte et tout, c'est insupportable. T'as pas le temps, c'est chiant. Maintenant, il y a des badges. T'arrives sur n'importe quelle borne et ça fonctionne tout de suite, en fait. En gros, c'est une sorte de pass qui est relié à ton RIB. C'est ça. Et donc, tu vois, typiquement, quand tu viens chez Electra, tu peux payer avec n'importe quel pass, y compris ChargeMap, tu l'as dit. Tu peux payer avec une carte bancaire. Ça aussi, c'est un truc que nous disaient beaucoup les gens. Ils disaient, mais en fait, à la pompe à essence, comme une pompe à essence, tu payes en carte bancaire, quoi. Oui. Donc, on a mis des lecteurs, des TPE carte bancaire partout. Et tu peux aussi payer avec l'appli mobile, si tu veux, par confort. Et tu peux aussi suivre sur ton téléphone ta recharge. Donc, tu vas prendre ton café 10 minutes et tu vas voir où est-ce que tu en es. Tu vas recevoir un petit texto, un push notification qui te dit « Salut Guillaume, ta voiture est pleine, tu peux y aller ». T'as même mis des jeux vidéo sur les bornes. On est en train de gamifier un peu. Donc... typiquement, tu fais une petite LAN, tu fais une petite partie. Non mais on lance un vrai truc, c'est un pierre-feuille-ciseau. Sur les LED, donc les écrans que tu as en bout de place, en gros, tu vas pouvoir jouer contre la machine. Donc tu joues avec ton téléphone contre... Parce que quand tu vas te charger, comme tu l'as dit, tu as 15-20 minutes à tuer. Soit tu vas prendre un café, mais si tu restes là, c'est un moyen de tuer le temps, quoi. Là, vous en avez, tu disais 420 stations. Tu veux en avoir combien après? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la suite pour vous? L'objectif, c'est de créer à peu près 2200 ou 2300 stations sur les 9 pays sur lesquels on est aujourd'hui. On va afficher des photos, tiens, elles sont bleu turquoise, tu as mis une couleur vraiment très reconnaissable pour qu'on voit tout de suite, qu'on les reconnaisse. Ouais, nous on a beaucoup travaillé sur le branding, le design. C'est quelque chose qui est important pour moi en tant qu'utilisateur et la partie produit, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attaché. Et je suis convaincu, ce que je te disais tout à l'heure, qu'il faut que ça soit sexy, sympa, désirable. Les gens doivent y aller parce qu'ils se disent ces bornes, elles ont l'air bien faites. Potentiellement, je vais avoir un auvent, tu sais, donc on va me protéger de la pluie. J'ai quelque chose qui est bien fait, quoi. Dans 2 secondes, on va faire rentrer une bobine Tesla sur le plateau. Juste avant, combien ça coûte une recharge, un plein électrique quand tu vas te recharger chez toi? Ça coûte, tout dépend un peu de la taille de ta batterie, etc. Mais le moyen, on va dire. En gros, le moyen, ça coûte entre 15 et 20 euros. Tu vois? C'est quand même nettement moins cher qu'un plein d'essence. Et ça, je leur dirai jamais assez, mais je veux pas vous noyer sur les chiffres, mais je veux quand même vous dire un truc. Les ménages français, ils dépensent tous les ans 45 milliards d'euros pour le carburant. Juste les ménages, hein, je te parle pas du transport routier. On a dit, on l'a vu, et ça c'est documenté, que de passer électrique, c'est 2 fois moins cher que le thermique. 2 fois moins cher. Dit autrement, en fait, les ménages français, au lieu de dépenser 45 milliards d'euros par an dans l'énergie, ils vont dépenser 22 milliards par an. Tu rends 22 milliards de pouvoir d'achat aux gens chaque année. Et en plus, on voit que les prix de l'essence, tu l'as vu,
c'est des déclencheurs de protestations sociales avec les gilets jaunes, les bonnets rouges, etc. Donc il y a une grosse sensibilité sur les prix de l'essence. Donc il faut absolument qu'on le maîtrise et que ça soit moins cher. J'ai noté ce qui a empêché les Français et ce que vous trouviez sur Internet, enfin, ce que j'ai trouvé sur Internet et ce que vous disiez pourquoi vous ne vouliez pas passer à l'électrique. Il y avait, pas assez d'autonomie. Je te dis les points, tu vois, mais c'est intéressant de les entendre et pour comparer aussi. Parce que pas assez d'autonomie aujourd'hui, une grosse voiture électrique, en réalité, ça va s'afficher à 500-600 km, mais en réalité, tu en fais 350 si tu prends l'autoroute, tu roules un peu vite. Moi, c'est à peu près ce que je fais, tu vois. Tu as raison, sur l'autonomie, il y a encore des progrès à faire. La bonne nouvelle, c'est que les batteries, c'est le sujet sur lequel il y a le plus de R&D au monde. Mais bon, après, regarde, 350 km, tu fais une pause d'une demi-heure, tu fais 20 balles de plein, c'est pas déconnant non plus, tu vois. Non, absolument. Ça met trop de temps à charger. Vraiment, c'est le truc. Vraiment, les gens se plaignent de ça. Les voitures avant, c'était quasiment 1 heure, 1 heure et quart. Ça, c'est exactement ce qu'on essaie d'adresser. C'est de dire aux gens, en fait, on va vous charger en minutes, et ça va être, je te dis, entre 15 et 30 minutes. Donc il faut aussi, côté constructeur, il y a eu des gros progrès. Et il faut qu'on arrive à faire en sorte que pour les gens, ça ne soit pas une organisation logistique particulière de se balader en électrique. Le coût de la voiture, on l'a dit avant, maintenant ça baisse et surtout il y a des voitures, donc Tesla est en train de faire des voitures plus accessibles et d'occasion ça commence à être vraiment accessible. Ça coûte trop cher de se recharger, c'est vrai qu'il y a des bornes qui en profitent et du coup tu payes 70 balles le plein d'électricité, mais bon, face à un plein d'essence c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas assez de bornes aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose. J'ai regardé sur les forums, les gens disent ouais mais il n'y a pas de bornes vers chez moi, c'est introuvable. Ça, je suis désolé, mais c'est pas vrai. Nous, depuis 2 ans et demi, on a maillé tout le territoire. Quand je dis nous, c'est Electra, mais tous mes confrères opérateurs de bornes de recharge. On a lancé une association qui s'appelle Charge France. On est 13 opérateurs. On a investi 1,5 milliard d'euros en France. Aujourd'hui, la France, c'est quasiment le meilleur réseau d'Europe en termes de bornes de recharge. Il y a 150 000 bornes de recharge, 20 000 bornes de recharge rapide. Après, on ne mettra jamais une borne devant la porte de chaque habitant. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, et je les comprends tout à fait, ils sont un peu restés sur l'image il y a 2-3 ans où partir à l'électrique, c'était un peu l'aventure. Parce que tu ne savais pas, déjà, il y avait peu de bornes, et en plus, de temps en temps, elles étaient en carafe hors service. Franchement, ça a énormément évolué, et aujourd'hui, il y a une telle compétition entre nous, opérateurs de bornes de recharge, que tu n'as pas le choix, en fait. Si tu ne produis pas de la qualité aujourd'hui, de toute façon, ton business, il est mort. Et dernière question, avant la bonne Tesla, qu'est-ce que tu penses des voitures hybrides ? C'est un peu la mode depuis quelques années, etc. Est-ce que c'est une bonne idée, un bon compromis pour passer à l'électrique avec, tu sais, t'as des hybrides rechargeables même maintenant ? Ouais, les hybrides, c'est une très mauvaise idée, pour une raison simple, je suis désolé, je te le dis comme je le pense. L'hybride, c'est le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement sur l'hybride rechargeable, tu vas rouler en électrique 10% des kilomètres. Ça, c'est les chiffres, on a mesuré ça sur à peu près 400 000 voitures. Donc ça veut dire que 90% du temps, tu roules au thermique, et c'est même pire que ça, parce qu'en fait, comme tu traînes une batterie qui pèse 150 ou 200 kilos, tu consommes plus en thermique. Donc les émissions de CO2 hybrides, c'est catastrophique, donc il faut passer directement à l'électrique. Et les gens qui sont en hybride, ils me disent « Ah, c'est formidable, là, quand je suis en électrique, j'adore ». Je dis « Mais imagine, ça pourrait être comme ça 100% du temps ». Oui, en fait, tu trimbales une batterie lourde, dès que tu n'as plus de batterie sur l'électricité, finalement, et en fait, tu consommes plus sur un trajet total, quoi. C'est ça. Donc c'est franchement pas une bonne solution, et on le voit dans les émissions de CO2, l'hybride, c'est 3 à 4 fois plus que ce qui est annoncé. Donc l'hybride, c'est un gros scandale, en fait. Tu sais, il y a eu le scandale du Dieselgate. Oui. C'était des... Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que le Dieselgate ? Dieselgate, en gros, c'est Volkswagen qui a trafiqué la mesure d'émissions de leur pot d'échappement. En gros, si je te la fais simple. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui le font, ça ? Alors, il se dit que peut-être d'autres le faisaient. En tout cas, je pense qu'ils ont eu 15 ou 20 milliards d'amendes Volkswagen. Tout le monde s'est fait virer, donc je pense que les autres ont arrêté de le faire s'ils le faisaient. Est-ce que les trucs de consommation, c'est pas full bullshit aussi ? Quand il y a marqué ta voiture va consommer 3 litres 1 au 100 et que tu la prends et finalement tu mets 12 litres au 100. Est-ce que ça n'a pas été fait sur 40 km/h dans une descente ? Non mais tu vois, c'est un peu énervant, quoi. Aujourd'hui, en fait, tu as des normes. Donc la norme, c'est ce qu'on appelle le WLTP, qui est standardisé. Il y a plus de chauffage, t'as pas de clim, il baisse les fenêtres. Non mais c'est ça. Il y a un protocole de test qui est quand même pas mal aujourd'hui, je dirais. Donc c'est à peu près raisonnable, mais c'est toujours beaucoup trop optimiste, et surtout vis-à-vis des hybrides. L'hybride, encore une fois, en fait, la façon dont c'est calculé, c'est qu'on considère que les gens y roulent 2/3 du temps sur le moteur électrique. Donc on a considéré ça et on a dit du coup ça fait 20 grammes d'émissions par kilomètre. On a regardé la réalité sur 350 000 voitures. Et on se rend compte qu'en fait, c'est tout l'inverse qui se produit, puisque les gens roulent en électrique que 10% du temps. Donc en fait, ton 20 grammes, tu peux le multiplier par 5.
Et le dernier sujet, c'est sur l'écologie. C'est vrai que ça revient pas mal sur le fait que les batteries polluent plus que l'essence, etc. Ça, c'est un truc qu'on retrouve un peu dans pas mal de journaux, sur des magazines, sur les voitures, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, la première chose, c'est que si tu veux, aucun système n'est parfait, quoi. Il n'y a pas de système parfait. Donc oui, une batterie, la fabrication d'une batterie, c'est polluant et ça émet du CO2. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que sur l'ensemble du cycle de vie, donc c'était la fabrication de la batterie comprise, une voiture électrique, c'est 3 fois moins de CO2. C'est entre 3 et 4 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique. Ça, c'est factuel, c'est documenté, tout le monde peut le vérifier. Donc, ce qui se passe, c'est que les batteries, il faut qu'on arrive à les produire de manière plus propre. Il faut qu'on arrive à les produire en France. C'est le cas aujourd'hui, puisque tu as pas mal de projets. Il y a Verkor, ACC, Prologium, Envision. Donc, en fait, des batteries, on va en produire en France. Il y a plein de gigafactories en ce moment. Du pétrole, on peut attendre 100 millions d'années pour en avoir. En revanche, des batteries, je suis sûr qu'on va pouvoir en produire. Et on les recycle. On les recycle entre 50 et 97%. Toi, tu penses que les écologistes se trompent? Tu dis, tiens, ils se trompent, ils sont ils n'ont pas les bonnes méthodes, peut-être un peu trop virulents, etc. Non, je pense que les écologistes, si je te donne le fond de ma pensée, font beaucoup de mal à l'écologie. Pourquoi? C'est pas le but. Ouais, c'est pas le but, mais en fait, ils ont politisé ce sujet. Pour moi, le sujet de l'environnement, du climat, Pour tout le monde. Sujet de bon sens, quoi. Tout le monde a envie de protéger notre environnement. Et en fait, les écologistes, avec des positions qui sont assez radicales, voire dogmatiques sur le nucléaire, ils ont braqué un peu tout le monde. Et aujourd'hui, si tu commences à avoir une attitude qui est assez écologique et qu'on te dit « Ah, t'es un écolo », c'est très négatif dans la bouche des gens. En 2022, les écolos, ils font 4,5% à la présidentielle. 2022, on sort du Covid. Tout le monde est super intéressé de toutes les problématiques environnementales. On parle que de ça. Les gars, ils font 4,5 à la présidentielle. Donc tu te rends compte, en fait, du niveau de médiocrité par rapport au potentiel que ça a, parce que dans le cœur des gens, c'est tellement important. Donc je trouve qu'ils ne font pas le boulot et qu'il faut dépolitiser ce sujet, en fait, et se dire, non, en fait, l'écologie, l'environnement, c'est la cause commune de tous, et ça ne veut pas dire que tu es associé à toutes les positions un peu radicales des écologistes. On va faire rentrer Emmanuel à côté de toi, qui a un site qui s'appelle Equascience. On va en parler après. Il fait des expériences, il fait des choses. Il va essayer d'expliquer, juste pour bien comprendre l'électricité, parce qu'on en a quand même parlé toute l'émission pour Electra, si tu veux bien. On va le faire venir à côté de toi. Il va venir avec une bobine Tesla, une ampoule. On va allumer une ampoule sans câble. Tu vas peut-être tenir l'ampoule. On va voir ce qu'il veut bien faire, pas faire. On va voir si c'est dangereux, pas dangereux. On va faire en direct, qu'on a l'habitude de faire. On prépare assez peu les trucs pour découvrir aussi en direct la sensation. Moi, j'étais avec toi dans le bureau, tu as vu, j'ai pas assisté aux répétitions pour vraiment découvrir le truc. On va le faire rentrer. Et juste, on va mettre un lien cliquable d'Electra. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous la vidéo qui peut être intéressant? On peut mettre un lien vers le site. Comme ça montre un peu ce qu'on fait, les bornes, et aussi le projet d'Electra avec cet aspect design, tech, sympa. Nous, c'est ce qu'on essaie de véhiculer. Je le mets donc dans la description sur la vidéo YouTube, si vous voulez aller cliquer donc sous la vidéo dans la description. Et si vous nous écoutez en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, on est pareil. Il y a une description dans le podcast audio, vous pouvez aller voir là-bas. Merci en tout cas de nous écouter. Pour ceux qui le mettent aussi en podcast audio, vous pouvez le mettre dans la voiture, comme ça quand vous roulez, vous pouvez le mettre sur le téléphone, sur Spotify, etc. Et puis ça envoie dans la voiture, donc c'est pratique sur les trajets, à écouter dans le lit quand vous êtes au bureau, en train de faire du sport aussi. Je sais que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux chaque semaine à nous écouter. On est le premier podcast de France, donc voilà, merci beaucoup pour tout ça. On fait rentrer Emmanuel maintenant de Equascience qui va nous montrer une bobine Tesla en direct. Allez, ça y est, on a fait rentrer Emmanuel. Bonjour Emmanuel, merci d'être là. Bonjour, merci de m'inviter. C'est sympa d'être venu. T'es venu avec 2 objets sur la table. Ouais. Vous expliquez 2-3 trucs sur l'électricité avant. Juste, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on va voir après? En fait, c'est des bobines de Tesla. Alors, ça porte le nom de son inventeur, Nikola Tesla, fin du 19e, qui a inventé ces objets-là. Donc, c'est pas tout récent, hein. Et l'idée, c'est, Tesla, c'était un fan du courant alternatif, et donc du coup, il avait inventé ce système. En fait, c'est imaginez un gros transformateur. Je sais pas si ça parle à peu près tout le monde. Une bobine en cuivre, hein, en gros. Là. Alors ouais, une bobine. En fait, quand tu as un transfo, comment ça marche? C'est une bobine en cuivre. Par exemple, si je prends 10 tours de bobine et je mets dans le secondaire, je mets 100 tours de bobine, en fait, je vais multiplier la tension par 10. Ça permet d'élever la tension. C'est ce qui sert justement à transporter l'énergie, ainsi de suite. Toi, tu as un doctorat en astrophysique et physique des particules. Tu as enseigné à la fac. En 2015, tu as fondé un site qui s'appelle Equascience. Enfin, c'est une entreprise complète qui rend accessible la science aux enfants, en gros. Ouais, c'est ce que je dis souvent. L'idée, c'est je suis un semeur de graines. C'est-à-dire que par des objets ou des choses, j'essaye d'intéresser les gamins aux sciences qui n'ont pas grandi forcément dans une famille scientifique et pas d'appétence pour les sciences. Voilà, je mets une petite graine dans la tête. Après, ça germe pas.
Après, c'est aux parents, aux enseignants d'entretenir ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est de donner envie aux gamins de faire des sciences et de s'intéresser aux sciences, même si ça ne devient pas des grands scientifiques après. Ouais, tu proposes des ateliers, tu vulgarises les sciences, les théories scientifiques. Donc le site, c'est equascience.com. Je vous le mets, pareil, dans la description podcast et YouTube. On peut retrouver des produits pour faire des expériences, du matériel scolaire, etc. Juste petite question, qu'est-ce que c'est que l'électricité? Pour comprendre, je vais te poser 4 questions simples, comme ça, après, on va comprendre ce qu'on va voir. L'électricité, en fait, c'est un déplacement d'électrons. Les électrons, dans un atome, il y a un noyau, il y a des électrons qui gravitent autour. Et pour les conducteurs, par exemple, les électrons sont un peu plus libres, peuvent bouger un peu plus librement que dans les isolants où ils sont très, très, très ancrés avec leur atome. Donc, quand on veut avoir un courant, en fait, on prend un conducteur. Si je prends un bout de fil de cuivre, je ne vais pas avoir de mouvement, je n'ai pas de courant à l'intérieur. Par contre, si je fais une différence de potentiel, c'est-à-dire je mets un plus, un moins, je vais avoir un champ électrique qui va se créer entre les deux qui va animer les électrons et du coup les électrons vont bouger, ils vont se déplacer. C'est ça qui va faire le courant. Pourquoi les oiseaux ne s'électrocutent pas sur les fils électriques? Les oiseaux, ils ont leurs 2 pattes sur le même fil, donc au même potentiel. Et donc il n'y a pas de raison qu'ils se fassent électrocuter parce qu'il n'y a pas de différence de potentiel. Donc pas de champ électrique, donc pas de mouvement d'électrons. Et donc du coup ils ne se font pas électrocuter. S'ils mettaient une patte par terre et une patte sur le fil, là... Pourquoi l'électricité circule-t-elle dans certains matériaux et pas d'autres? Pourquoi il y a des matériaux conducteurs ou pas? C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux conducteurs isolants. Un conducteur, en fait, c'est un atome qui a des électrons qui sont plutôt libres en périphérie, alors que les isolants ont des électrons qui sont très liés à leur noyau. Et donc, du coup, quand on va mettre un champ électrique, les électrons libres vont avoir facilement passer de l'un à l'autre et pouvoir circuler, alors que dans un isolant, en fait, les électrons sont très ancrés, très attachés à leur noyau et vont pas arriver à circuler, donc il n'y aura pas de courant. Pourquoi on prend de l'électricité statique? Ça, c'est vraiment un truc, moi, qui me rend fou. L'électricité statique, ça vient de la triboélectricité. De là? Je sais pas, la triboélectricité. Enfin, c'est un grand mot, mais en fait, la triboélectricité, c'est quoi? C'est si je prends de la laine et une règle en plastique, on a tous fait l'expérience quand on était gamin. Avec les ballons aussi, avec les cheveux? Avec les cheveux, on peut prendre le ballon et les cheveux. Le Baudruche, ballon, c'est du caoutchouc. cheveux. Les cheveux, en fait, vont avoir tendance, quand on va frotter les deux, quand on frotte 2 corps, il y a un matériau qui va avoir tendance à lâcher ses électrons et l'autre qui va avoir tendance plutôt à les prendre. Là, quand on frotte un ballon sur les cheveux, en fait, le caoutchouc va avoir tendance à prendre les électrons et les cheveux vont céder leurs électrons assez facilement. Du coup, si on frotte vraiment longtemps, d'ailleurs on le fait quand on a les cheveux longs, alors moi j'ai pas les cheveux trop longs, mais si on frotte bien, en fait, on a les cheveux qui ont tendance à se lever un petit peu comme ça. Parce qu'en fait, ils sont tous chargés positivement, plus ça se repousse, du coup les cheveux se repoussent et c'est pour ça que ça fait dresser les cheveux. Et le ballon, lui, du coup, il est chargé négativement. Donc après, si je l'approche près d'un filet d'eau, par exemple, vous ferez l'expérience à la maison, c'est assez rigolo. Dès qu'on l'approche d'un petit filet d'eau, on fait un petit filet d'eau au robinet, on l'approche, on va avoir le filet d'eau qui va se dévier comme ça. Vers le ballon. Ouais, et qui va se dévier, qui va s'orienter vers le ballon. En fait, c'est lié ça aux molécules d'eau qui sont polaires. Donc en gros, il y a un plus, un moins. C'est pas les charges ne sont pas très bien réparties dans les molécules d'eau. Et quand on va approcher le ballon qui est chargé négativement, les moins des molécules d'eau vont partir d'un côté et les plus plutôt de l'autre. Et du coup, ça va finir par attirer comme ça. Moi, je le colle au plafond. En fait, on se frotte sur les trucs. Après, on les colle au plafond. Quand on n'a pas d'hélium, tu fais ça à un anniversaire d'un enfant, tu le frottes sur tes cheveux, tu le mets au plafond, il tient. Ouais. Pourquoi il tient au plafond? Parce qu'en fait, il y a un complément de charge, en fait, et les charges vont se compléter, et du coup, elles vont rester comme un aimant. Ça. Ouais, un peu comme un aimant. Ouais. Donc là, on verra tout à l'heure avec l'expérience avec la Tesla. On peut le faire si tu veux. Je vais taper des mains, comme ça, on se fait un petit cut sur le rec, le temps que tu les branches, et après, on les teste. C'est parti. Allez, ça y est, hop, on a baissé les lumières. Je vous explique, on a changé de micro. Moi, j'ai gardé les mêmes, je vais l'enlever au dernier moment. Toi, on t'en a passé un à la main. Petit micro portable. Voilà, parce que tu voulais tester, tu vas toucher la petite bobine Tesla. Donc, c'est pour pas qu'on grille les micros. Apparemment, tu sais que c'est une possibilité, donc on préfère faire attention. Donc, Aurélien a son petit micro. Et toi, tu en as un aussi, mais à la main. Donc, il y a un manche en plastique qui permet de pas, justement, t'expliquer, c'est des matériaux pas conducteurs. On commence par laquelle? Par la petite ou la grosse? On va commencer par la grosse, histoire de non, c'est vrai, tu veux? Ouais. D'accord. Mais est-ce que la petite va pas être déceptive après, non? C'est possible, on peut essayer par la... Vas-y. On commence par la petite, La petite. Alors, vous allez voir, c'est assez simple, en fait. Je me recule, parce que j'ai le micro. C'est vraiment des petits éclairs, celle-ci. Non, mais par principe, de sécurité. Je vais juste essayer de monter un peu. Non, mais arrête. Attends, c'est impressionnant quand même. Hein. Ça fait... Tu le sens ou pas? Non, ça chatouille bien en fait. Quand l'éclair est petit, on a quasiment pas de son. Et là, on entend bien l'air claquer. Oh la vache. Coupe-le, s'il te plaît. Tu peux couper? C'est beaucoup plus impressionnant que ce que je pensais. En vrai, ça paraît pas gros, mais le son est super violent. Ouais, ça fait... Ça, c'est rien par rapport à ça, là.
Ah oui? Ah ouais. Là. Non, là, c'est beaucoup plus bruyant. Ce que Bon, je tu veux le fais dire, avec c'est- des enfants, de toute façon, tu as l'habitude de Non, le faire. ça, je le fais avec des enfants, ouais. C'est vraiment inoffensif, celle-ci. Là, tu as une diode dans la main, une petite LED. Alors, c'est pas une LED, c'est un petit tube avec du gaz à l'intérieur. Donc, ça permet juste, en fait, de ioniser le gaz à l'intérieur. Juste, encore une fois, le champ électrique qui est lié aux éclairs, en fait, va ioniser. Et c'est ça qui fait de la lumière. On va rallumer juste pour allumer ça, c'est ça? Ouais, c'est Alors, ça. qui va la toucher? Tu veux le importe. faire, toi, Aurélien? Tu veux t'approcher? pas de souci. Vas-y. Est-ce que tu es prêt à la rallumer? Oui. Les micros sont posés. Aurélien, tu as posé ton micro et tu vas allumer une petite ampoule. Alors, c'est parti, du coup, on va la rallumer. On a posé la grosse bobine à côté, comme ça, il n'y avait plus que la petite sur la table. Quand tu veux, C'est c'est parti. Ah, ça m'effraie, quoi. Oui. Ce bruit m'effraie. Oh là là! Effectivement, l'ampoule s'allume. Est-ce que tu ressens quelque chose ou pas? Non? Pas du tout? Un petit picotement. Oui, mais tu restes pas longtemps quand même, c'est que ça fait un peu mal quand même. Oh, waouh! Donc là, tu mets un néon en gros. Emmanuel met un néon proche de la bobine Alors Tesla. là, si je mets le néon à la moitié, en fait, Ah, waouh! Ah oui, tu vas vraiment faire le conducteur, il n'y a que la moitié du néon qui s'allume. Merci beaucoup. On peut... Attends, je vais filmer avec le téléphone pour vous montrer de près. Toi, tu vois bien, c'est bon, ouais. Impressionnant. Merci. Tu peux venir essayer celle-là Hop là. ou pas? Louis, notre auteur, après un micro, il va essayer aussi. Tu voulais tester la bobine Tesla? Ouais, parce que l'électricité, ça fait toujours un peu peur. Et c'est intéressant d'avoir plusieurs personnes, voir comment ils réagissent. Moi, j'ai trop peur de l'électricité, je vous le dis, vraiment, c'est ma plus grande crainte. T'es prêt? Vas-y. Est-ce qu'on peut la rallumer une dernière fois, Ouais, si tu veux bien bien? Tu nous diras ça. Ça va? Merci. Ah non, mais c'est rien du tout. Non, c'est vrai? Ah non, pour le coup, c'est. Ça fait pas mal. Ah, tu ressens rien. Tu peux y aller en vrai, Guillaume. Vous vous rappelez, dans les magasins, il y avait des lampes plasma, ce qu'ils appelaient des lampes plasma. En Ouais. fait, c'est ça. On va terminer avec c'est parce que vraiment, Alors, c'est le c'est sujet tout ça, d'Electra, hein, c'est les bornes électriques. On voulait pas que tu repartes sans toucher l'électricité. C'est bon, c'est fait. Est-ce qu'il faut, alors c'est important mais pour la sécurité quand même sur le plateau, est-ce qu'il faut qu'on recule là? non, à cette distance-là, comme là, moi, par rapport, quand on va la mettre, ça va, ça suffit. C'est pas des éclairs. C'est des éclairs de combien de centimètres à peu près qu'on va voir? Là, je sais pas, on atteint, je crois, à peu près 20 cm, un truc comme ça. 20 cm, très bien. Ouais, ouais. Je vais me reculer donc de 2 Bon, mètres. c'est plusieurs milliers de volts, donc voilà. Et là, donc c'est dangereux quand même. C'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant en fait. C'est vraiment il y a de la haute tension, mais il n'y a pas énormément de courant, donc on va pas s'électrocuter. Par contre, ça reste du plasma, c'est chaud, c'est très chaud, et donc on peut, si on insiste un peu, on peut quand même un peu se brûler, quoi. Faut faire D'accord, attention. d'accord. Mais donc, est-ce qu'il pourra toucher l'éclair ou pas sur cette grosse bobine Tesla? Ouais, j'ai déjà fait, donc je suis encore là pour témoigner, donc ça peut le faire. Ça chatouille un peu. On y va, c'est parti. On C'est peut parti. l'installer si tu veux. Vas-y. Alors, je me recule un petit peu. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Ah, j'ai hyper peur, putain. Les gars, le bruit. Non, mais Guillaume. Ah non, ça va. Ça c'est fou, tu sens que c'est bourré d'électricité. Hein. C'est très joli en tout cas. Et ça y est, on a rallumé la lumière. Merci beaucoup. Juste, quelle odeur on a senti à la fin de l'expérience? On a senti quelque chose sur le plateau, Emmanuel. Alors ça, c'est l'ozone, c'est caractéristique justement pendant les orages quand il y a les éclairs. Ah oui, complètement. Quand il y a un éclair, en fait, ça ionise l'air. Et donc les molécules d'oxygène explosent et après se recombinent, ça fait de l'ozone. Et c'est ça qu'on sent en fait. L'odeur de l'orage. c'est fort. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a de l'électricité dans l'air, dans l'orage. Ouais, ça qu'il y a- c'est les éclairs en fait. Quand ça ionise, en fait, ça fait un trajet pour les éclairs et c'est pour ça que le courant passe en fait. Exceptionnel. Ça t'a pas fait trop peur de... Ça va, toi? T'as pas trop eu peur, Aurélien? Bon, petite appréhension quand même, mais heureusement avec un bon guide, On a pas envie de ça mettre le allait. doigt, hein, sur la grosse, hein, Sur la grosse, on n'a pas envie.
Je remets le site equascience.com si vous voulez aller pour faire des expériences avec vos enfants chez vous, des expériences en achetant des objets. Il y en a que tu expliques aussi à faire à la maison. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir. Et merci à toi Aurélien aussi pour terminer. Voilà, Aurélien Demeaux donc, qui a créé Electra A2, donc qui sont des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Et il y en a aujourd'hui 420 stations. Comme tu sais, c'est un sujet d'œuf et de poule, la voiture électrique. Il faut des voitures, mais il faut aussi de la recharge. Il y a plein de bornes de recharge, elles sont disponibles. Combien de temps ça prend, combien ça coûte? On essaye de démystifier ça pour arriver à faire en sorte que l'expérience soit le plus simple possible. Et l'exemple que je donne souvent, c'est les taxis. Nous, on a un partenariat avec G7 et ils sont en train de massivement passer à l'électrique parce qu'il n'y a pas de vibration, c'est beaucoup moins cher pour eux. Donc je pense que si les taxis y passent, eh ben on peut tous y aller. J'ai croisé au superchargeur Tesla une fois un taxi qui était à côté de moi qui avait acheté sa voiture 30 000 € d'occasion, Model S. Et du coup, il avait 800 000 km sur sa voiture. Je vous mets tous les liens en tout cas. Merci aussi d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. 3 interviews par semaine. On vous met sur Légende le mercredi, le vendredi, le dimanche. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes entre 100 et 150 000 à nous rejoindre chaque mois. Donc c'est vraiment énorme. On est hyper content de faire ce média avec vous. On vous met soit des interviews, soit des reportages qu'on aime aller tourner pour vous montrer des sujets. N'hésitez pas à nous les mettre d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des idées de sujets de reportage ou des idées d'invités aussi. On est dispo en podcast audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. On est le premier podcast de France au jour du tournage. Donc voilà, merci aussi pour tout ça. Merci à toute l'équipe. On vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.